normalement, ouais, c'est bon. Hop. Vous voyez? Ouais? Oui, on voit très bien. OK. Alors, je vais vous parler, de régulation émotionnelle et de mentalisation, dans le trauma, chez l'enfant et l'adolescent et je vous présenterai une recherche, qu'on vient de finaliser. Donc c'est un travail qui, s'effectue en collaboration avec, Jean-Louis Nandrino, qui est également à l'université de Lille. Alors, il existe différents types de traumas, chez l'enfant et l'adolescent, soit des traumas de type 1 où, l'enfant est, confronté à un événement, traumatique unique qui a un début et une fin bien définis. Donc ce sont des agents traumatiques aigus interpersonnels ou non interpersonnels, hein, pouvant être une agression sexuelle, physique ou, non interpersonnels de type attentat, accident, catastrophe naturelle. Mais l'enfant qui subit des situations de maltraitance a tendance à être exposé au cours de son développement à une chaîne de traumatismes qui perdure dans le temps. Donc, soit on a des événements de type 2 qui correspond à un événement sévère et répété, présent constamment ou menaçant de se reproduire à tout instant, durant une longue période de temps, soit des événements de type 3 qui correspondent à des événements sévères et multiples, présents durant une longue période de temps. Donc, ce sont des agents traumatiques sévères, chroniques et ou multiples, alors tels que la négligence, l'abus physique, l'abus psychologique, sexuel, et également l'exposition à la violence conjugale. Alors, les différentes études vont montrer que les différents types de maltraitance sont associés dans la majorité des cas, et notamment dans les situations de maltraitance intrafamiliale, avec des associations élevées entre négligence grave et abus physique, ou abus physique, abus psychologique et négligence. Par exemple, dans 30 à 60% des situations où l'enfant est témoin de violences conjugales, les études montrent qu'on retrouve d'autres formes de maltraitance. Alors, l'exposition à des agents traumatiques sévères et ou multiples dans l'enfance pourrait engendrer en tout cas le risque de développer des troubles psychiques à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est-à-dire des troubles qui vont perdurer. Alors, les études vont montrer une association fréquente entre maltraitance et troubles dépressifs, risques suicidaires, abus de substances, troubles des conduites, et également l'état de stress post-traumatique qui, qui constituerait un facteur de majoration du risque suicidaire à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, dans l'état de stress post-traumatique, on va retrouver une détresse qui va être liée à la réviviscence de souvenirs intenses et intrusifs concernant l'événement ou les événements traumatiques, avec la mise en place également par la personne de stratégies d'évitement cognitif ou comportementaux, hein, relatives aux situations pouvant rappeler les situations de maltraitance, mais également des processus de type dissociatif, hein, correspondant à une altération de la conscience, des mécanismes d'hypervigilance, et aussi, parfois, on va observer une hyperactivité du système nerveux neurovégétatif. Alors, la littérature va montrer que plus l'enfant est exposé à des traumas multiples et sévères, plus il a un risque de développer un PTSD, et notamment en termes aussi de sévérité du PTSD. Alors, d'autres études vont également montrer que ce trouble de PTSD persiste à l'âge adulte. Par exemple, on a des études qui montrent que 23% des adultes ayant vécu des abus sexuels dans l'enfance, avant 12 ans, présentent un tableau d'état de stress post-traumatique à l'âge adulte, 10% pour des abus physiques et 10% pour des situations multiples. Multiples, c'est-à-dire incluant de la négligence et de la maltraitance psychologique. Alors, les situations de trauma pourraient interférer avec le développement de la capacité de mentalisation qui permet de donner un sens à l'expérience interne ainsi qu'au monde qui nous entoure et pourrait jouer un rôle dans la majoration de l'état de stress post-traumatique. Alors,
La mentalisation, aujourd'hui, c'est les travaux développés par Fonagy et Debany, qui est en Suisse. La mentalisation se définit comme l'habilité d'un individu à identifier, comprendre les états mentaux, les émotions, les désirs et les intentions, qui sous-tendent ses propres réactions et comportements ainsi que ceux des autres. Ce processus de mentalisation aurait des conséquences sur la compréhension des comportements dans les relations interpersonnelles et donc l'ajustement dans les relations interpersonnelles, dans la régulation des comportements de l'individu, mais également aurait des conséquences sur le développement des compétences de régulation émotionnelle. Alors, la régulation émotionnelle est un processus par lequel un individu peut moduler ses émotions pour répondre de façon appropriée aux demandes ou aux contraintes de l'environnement. Il va mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle pour modifier l'intensité, l'émergence ou la nature de l'expérience émotionnelle. Alors, la capacité de mentalisation se développe dans les relations d'attachement et notamment avec la fonction miroir exercée par la figure d'attachement ou les figures d'attachement. Alors, la figure de soin donne une rétroaction à l'enfant dans le mirroring qui doit être congruente et différenciée par rapport à ce que vit l'enfant, et cela aiderait l'enfant à développer une représentation de ses propres états émotionnels et mentaux. Donc, les réponses parentales vont impliquer une tonalité de la réponse affective qui doit être cohérente avec les signaux émotionnels émis par l'enfant. Elles doivent également être marquées, c'est-à-dire permettre une différenciation entre le vécu émotionnel de l'enfant et le vécu émotionnel du parent. Alors, par exemple, un enfant en état de détresse qui pleure, une situation non congruente et non marquée va être un parent qui va répondre « mais tu pleures, tu le fais exprès pour m'ennuyer ». Donc là, on va être dans une situation qui est non congruente par rapport à l'état émotionnel de l'enfant et qui est non différenciée puisque le parent, en tout cas, projette son vécu émotionnel sur celui de l'enfant. Donc l'enfant ne développerait pas, en tout cas développerait une représentation par rapport à son état de détresse qui serait inadaptée par rapport à ce qu'il a pu ressentir. Alors, la figure d'attachement, dans le mirroring, la figure d'attachement va inférer les états du nourrisson, bien entendu, à partir de la représentation qu'elle développe de cet état. Et le nourrisson et l'enfant va intérioriser la représentation qui va être transmise par la figure d'attachement. Ce qu'on sait dans la littérature, dans les travaux de recherche actuels, c'est que l'attachement de type sécure, caractérisé par une sensibilité, par une empathie et une capacité parentale, une bonne capacité parentale, permet à l'enfant de développer une capacité de mentalisation. Alors, l'acquisition développementale de la mentalisation est fortement en péril lorsque l'enfant évolue dans un contexte de maltraitance. Alors, notamment dans les situations de maltraitance infligées par la figure d'attachement, l'enfant se retrouve dans une situation émotionnelle paradoxale. Le parent devient simultanément source de terreur et de douleur, en plus d'être la personne désignée pour lui fournir protection et réconfort. Donc, la peur va amener une activation du système d'attachement, se rapprocher du parent. Et comme la peur est causée par le parent, ça va amener une stratégie de fuite par rapport à cette source de peur. Donc, l'enfant va émettre des comportements d'attachement contradictoires, d'approche et d'évitement envers le donneur de soins. Alors, la maltraitance en faisant obstacle à l'établissement d'une relation d'attachement sécurisante va d'emblée interférer avec le développement ou les assises du processus d'acquisition de la mentalisation. Alors, dans les situations de maltraitance, le mirroring serait perturbé et aurait des conséquences sur la trajectoire développementale de l'enfant et notamment impacterait en tout cas le développement de cette capacité de mentalisation. L'enfant, en tout cas, intérioriserait des éléments non congruents. Ah, bah ça y est, c'est commencé.
au niveau de sa structure représentative, de son self. Et il pourrait, en tout cas dans les situations de maltraitance, intérioriser des éléments étrangers au soi comme étant malveillants, haïssables. Donc un modèle de soi caractérisé par une représentation négative, hein, comme pouvant être lui-même source de terreur. Et il pourrait intérioriser un modèle d'autrui, une représentation mentale d'autrui comme malveillant, terrifiant et haïssable. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que dans les situations de maltraitance, plus l'enfant est jeune, plus il cumule du trauma, une multiplicité du trauma, plus il va mettre en place des mécanismes dissociatifs, une dissociation des états internes par rapport à son ressenti émotionnel, pour se soustraire en tout cas de la peur et de la détresse qu'il peut ressentir et de la situation terrifiante. Ces mécanismes dissociatifs pourraient impliquer une inhibition de cette capacité à se représenter son expérience et celle d'autrui en termes d'états mentaux. Donc, dans ce cadre-là, l'enfant soit privé d'un parent pouvant l'aider à identifier ses états mentaux et se trouve d'autant plus lésé en quelque sorte, laissé à lui seul, avec ses états mentaux insupportables qu'il ne peut pas réguler lui-même. Alors, dans la littérature scientifique, et notamment les recherches beaucoup plus empiriques, on va s'intéresser à cette capacité de mentalisation, et la majorité des études va porter chez l'enfant âgé de moins de 12 ans. Alors, il y a tout un premier axe qui s'est intéressé à l'impact de la maltraitance sur le développement de la théorie de l'esprit. Alors, c'est les travaux de Cicchetti en particulier. Alors, ces travaux vont montrer que les enfants qui ont vécu des situations de maltraitance multiples vont avoir des niveaux plus faibles au niveau de la théorie de l'esprit, et notamment une faible capacité de compréhension et de représentation des pensées et des intentions des autres. De la même façon, tout un axe de recherche s'est intéressé aux effets de la maltraitance sur la régulation émotionnelle, sur les processus notamment de traitement des informations émotionnelles dans les relations interpersonnelles, et va observer un déficit qui va être différencié en fonction du type de situation de maltraitance. Dans les abus physiques, des études vont montrer qu'on a une augmentation de la reconnaissance des émotions centrées sur la colère et la menace chez les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un temps de réactivité beaucoup plus rapide quand ils doivent identifier des émotions, des expressions faciales. Cette reconnaissance plus rapide va être aussi associée à des attributions exagérées ou erronées de la colère à d'autres expressions faciales de type neutre ou positive. Dans les situations de négligence, on va observer des attributions erronées des états de tristesse à des émotions positives ou à des états neutres. D'autres études vont s'intéresser à la capacité réflexive du processus de mentalisation. Alors, la capacité réflexive, c'est un processus cognitif qui permet à l'individu de percevoir et de comprendre ses propres comportements et ceux des autres sous forme d'états mentaux. Alors, il y a des échelles comme le RFQ ou des analyses narratives à partir de l'AI qui ont été développées par Fonagy, qui vont évaluer le degré de certitude et d'incertitude au sujet des états mentaux et affectifs que je peux percevoir chez autrui et chez moi. Alors, l'étude des Inc, qui va, elle, se focaliser sur les abus sexuels chez des enfants âgés de moins de 12 ans, va montrer que la sévérité de l'abus sexuel prédit en tout cas un haut niveau d'incertitude sur les états mentaux et affectifs d'autrui, et va conduire en tout cas à l'apparition majorée les troubles dépressifs et les troubles externalisés chez les enfants. Alors, la majorité, je reviens en arrière de ces travaux, en tout cas, se focalise sur les répercussions des situations de maltraitance vécues dans l'enfance chez les enfants, avec une identification spécifique du type d'abus.
Alors, il apparaît en tout cas, en tout cas, il ressort en tout cas de ces travaux des questions qui, en tout cas, qui nous apparaissent importantes, notamment quels sont les effets des autres types d'abus sur le développement de cette mentalisation, quel est l'effet de la sévérité et du cumul des traumas, et également les effets à long terme des différents types d'abus sur le développement des capacités de mentalisation chez les adolescents et jeunes adultes. Un adolescent, un jeune adulte ayant vécu des situations de maltraitance avant l'âge de 12 ans, cet effet perdure-t-il sur le développement, sur le déficit en tout cas de ses capacités de mentalisation? En fait, il va s'agir de l'idée est de savoir, en tout cas de vérifier si les déficits de la mentalisation pourraient également impacter la régulation émotionnelle chez ces jeunes adultes et adolescents, et donc diminuer la possibilité de mentaliser les expériences traumatiques pour s'en dégager et maintenir en tout cas des traumas non résolus ou non intégrés, et donc majorer la sévérité de l'état de stress post-traumatique. Alors, on a mis en place une étude qui vient de se terminer, où on va évaluer le trauma multiple et sévère vécu dans l'enfance sur le développement de la fonction réflexive, les stratégies de régulation, pour vérifier si un déficit de la fonction réflexive impacte l'utilisation de stratégies de régulation émotionnelle non adaptatives et pourrait majorer dans ce cadre-là l'état de stress post-traumatique à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, on a mis en place cette étude en population non clinique. On a en tout cas évalué 456 étudiants à partir de 2 questionnaires. Alors, on a utilisé le CDQ, qui est un questionnaire qui permet de mesurer la sévérité des différents types d'abus. Alors, dans l'étude, on se rend compte que, ce qui correspond à la littérature, à peu près 55% des adolescents et jeunes adultes évalués n'ont pas vécu de trauma. Par contre, 19% ont vécu au moins un trauma, 10% deux traumas, 3 traumas, 7% à peu près, et entre 4 et 5 traumas, à peu près 7%. L'échantillon, en tout cas, est caractérisé par 24% d'adolescents qui ont vécu des situations de négligence physique, 21% de négligence émotionnelle, 16% d'abus physiques, 25% d'abus psychologiques, c'est-à-dire de la maltraitance psychologique en termes de disqualification, de dévalorisation, et 14% d'abus sexuels. Alors, sur des traumas évalués apparus dans l'enfance avant l'âge de 12 ans. On a évalué les capacités de mentalisation à partir du RFQ, qui est une échelle auto-rapportée et qui va mesurer le niveau de certitude dans la capacité à percevoir les états mentaux d'autrui et ses propres états mentaux. On a évalué également les stratégies adaptatives de régulation émotionnelle à partir du CERQ. Alors, les stratégies adaptatives de régulation émotionnelle sont des stratégies qui vont permettre, par exemple, comme la réévaluation positive, de chercher les aspects positifs d'une situation stressante en termes de développement personnel. La centration positive permet, c'est une stratégie que l'individu va utiliser pour penser des événements heureux et agréables plutôt à des situations stressantes. On a évalué également les stratégies non adaptatives de régulation émotionnelle. Donc, l'autoblâme, c'est des pensées, en tout cas, c'est des stratégies où l'individu va avoir des pensées dans lesquelles il se reproche ce qui est arrivé. Des stratégies orientées sur le catastrophisme, où là, l'individu va avoir des pensées qui soulignent le caractère négatif de l'expérience qu'il est en train de vivre au niveau interpersonnel. Il va utiliser ce type de stratégie. Des stratégies de type rumination, où la personne va avoir des pensées répétitives relatives aux sentiments ou à la situation interpersonnelle qu'elle est en train de vivre, qui est assez stressante, mais qui ne correspond pas forcément
à des situations traumatiques, bien entendu. Ces stratégies de régulation émotionnelle utilisées dans des situations stressantes au niveau interpersonnel. On a évalué également l'état de stress post-traumatique à partir de l'échelle PCL, qui va évaluer les différentes dimensions rattachées au psychotrauma, en termes de réexpérience de la situation traumatique, de stratégie d'évitement et d'hyperactivité neurovégétative, perçue bien entendu. Alors, comme on avait un échantillon important, on a modélisé les relations prédictives entre les différents processus à partir de SEM qui vont permettre en tout cas d'essayer d'identifier des processus intermédiaires. On parle de relations indirectes, de relations prédictives indirectes entre d'autres processus. Alors, ici, dans ce modèle-là, on se rend compte que la sévérité du trauma vient prédire un état de stress post-traumatique sévère, mais que des processus intermédiaires, des médiateurs, impactent davantage, viennent expliquer la relation entre sévérité du trauma et état de stress post-traumatique. Alors, les résultats montrent que plus on a vécu un trauma sévère, des traumas sévères, plus on va avoir une hypomentalisation, c'est-à-dire une difficulté à identifier, à comprendre les états mentaux et émotionnels chez autrui et chez soi. Et plus cette hypomentalisation est élevée, plus on va utiliser des stratégies de régulation émotionnelle non adaptatives en termes d'autoblâme, de rumination, de catastrophisme, qui vont venir majorer la sévérité de l'état de stress post-traumatique. On a rentré dans le modèle le nombre de traumas. Est-ce que le fait d'avoir vécu un trauma ou plusieurs traumas impacterait le développement de la capacité de mentalisation? Alors, les résultats, en tout cas, montrent que non, ce qui est un peu logique et qui est lié à la structure des données, parce qu'on peut vivre plusieurs traumas de faible intensité, c'est-à-dire vivre une situation de maltraitance psychologique où une fois dans mon enfance, quelqu'un m'a dévalorisé, une autre situation où par moment j'ai été négligée, mais les données montrent que ce n'est pas tant le nombre de traumas que la sévérité de ces traumas, qui est mesurée en tout cas par le CDQ. Alors, les résultats suggèrent en tout cas l'importance de repérer et diagnostiquer l'état de stress post-traumatique à l'adolescence et à l'âge adulte dans les situations de maltraitance sévère en population non clinique. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir en tout cas de tels pourcentages au niveau du type d'abus en population non clinique. Les résultats aussi soulignent que l'effet de la sévérité du trauma dans l'enfance impacte le développement du niveau de mentalisation à l'adolescence et à l'âge adulte, et que ce déficit, en tout cas de la mentalisation, engendre un recours à des stratégies de régulation émotionnelle non adaptatives qui viennent majorer la sévérité de l'état de stress post-traumatique, en tout cas qui viennent expliquer cette sévérité. Alors, les résultats préliminaires, en tout cas, suggèrent que l'amélioration, en tout cas, de l'état de stress post-traumatique peut, en tout cas, se focaliser sur des interventions thérapeutiques qui vont être centrées sur les stratégies de régulation émotionnelle et l'amélioration, en tout cas, du déficit de la capacité de mentalisation. Alors, l'acte de mentaliser renvoie à la capacité de pouvoir chercher un sens au comportement, mais aussi au vécu émotionnel. Le fait de pouvoir mentaliser à propos d'expériences négatives vécues pourrait contribuer à réduire l'impact nocif que ces expériences peuvent avoir sur l'adolescent et l'aider en tout cas à être plus résilient. Alors, ces interventions, en tout cas thérapeutiques sur la mentalisation chez ces adolescents qui ont vécu des différents types d'abus, va se faire à différents niveaux. Une mentalisation, en tout cas, sur les relations interpersonnelles,
dans les relations que l'adolescent peut développer avec son groupe de pairs, en travaillant sur la prise de perspective de soi, mais également la perspective d'autrui, une mentalisation centrée, en tout cas, sur les processus émotionnels et les relations d'attachement, et parfois qui va être nécessaire, une mentalisation sur les abus traumatiques vécus dans l'enfance. Avec cette idée d'un gradient progressif dans le travail avec ces adolescents. Mentaliser les abus traumatiques prend du temps et ne peut pas se faire, vous comprendrez bien, dès le début des entretiens. On va d'abord travailler sur ce qu'il vit dans le présent, dans les relations avec les autres, pour un moment pouvoir aboutir, si c'est possible, à un travail sur l'identification, son ressenti, sa capacité à pouvoir penser, mettre un sens autour de ces souvenirs traumatiques et des relations d'attachement. Voilà, merci. J'ai fini. Merci Karine. Merci pour cet exposé passionnant sur la maltraitance le trauma cumulatif et son impact sur la mentalisation.